La droite vient d'être annexée avec un Premier ministre issu de ses rangs, les Républicains. Le Parti socialiste a été déjà absorbé, puisque ses élus et ses candidats, par dizaines, ont demandé l'investiture de M. Macron et nombre d'entre eux attendent d'être élus pour le rejoindre. Une cohabitation est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut former une majorité différente de celle du président de la République, de son bric-à-brac, pour pouvoir avoir une action politique cohérente qui réponde aux attentes sociales, écologiques et démocratiques de notre peuple. Olivier Roucan, évidemment, je vous ai un petit peu taquiné. Jean-Luc Mélenchon qui parle du retour d'un vieux monde. La droite vient d'être annexée, voilà ce qu'il a déclaré. Là, clairement, il s'oppose en premier opposant. Il veut être le premier opposant à cette force-là, Jean-Luc Mélenchon. Surtout ne pas laisser la place à l'indifférenciation. C'est exactement ce qu'a fait Benoît Hamon il y a quelques secondes par communiqué également. C'est de dire non, on ne peut pas considérer que la droite et la gauche peuvent gouverner ensemble. Ils vont tenter chacun de ramener un bout de la gauche. Emmanuel Macron tente de s'ouvrir vers la droite. Pas question donc de laisser dire que tout cela se fait avec l'assentiment de cet électorat socialiste, de cet électorat insoumis, qui certes ont pour parti voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour de cette élection présidentielle, mais qui entendent bien jouer un nouveau match au mois de juin dans les législatives, puisque maintenant chacun voit son intérêt, et son intérêt c'est d'avoir le groupe politique le plus gros possible, voire une majorité qui pourrait empêcher Emmanuel Macron et Édouard Philippe de mener leur politique. Claude Posterne. Oui, quand même un petit problème de cohérence de la part de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je me rappelle, il y avait un slogan en 1968 qui disait « Cours camarade, le vieux monde est derrière toi ». Bon, le vieux monde, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'expliquer que le vieux monde, c'était un homme qui ne faisait pas de politique il y a 3 ans et qui est maintenant le président de la République. C'est difficile d'expliquer que le vieux monde, c'est un Premier ministre de 46 ans qui n'a eu aucun poste ministériel, venant d'un homme qui, quand même, depuis 34 ans est élu, et il a fait dans le cumul des mandats. Il a, en cumul des mandats, 55 ans de cumul de mandats. Donc c'est difficile pour quelqu'un qui porte la terminologie du dégagisme. Il risque de dégager Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que le dégagisme risque de s'appliquer véritablement au vieux monde. Moi, je dis souvent, François Hollande était le représentant de la gauche molle, Jean-Luc Mélenchon est le représentant de la gauche fort molle. Il faut qu'on passe un nouveau stade, et le nouveau stade, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui peut l'incarner. Merci. Olivier Roucan, un dernier mot. Bon, la simple question qui se pose, c'est lors des législatives, du fait de l'état du Parti socialiste, est-ce que certains sympathisants de gauche, même à la frontière ou dans le Parti socialiste, ne vont pas se reporter sur la liste insoumise ou l'abstention du fait de la nomination de ce Premier ministre de droite? Évidemment, on continue d'analyser cette nomination d'Édouard Philippe à Matignon. La passation de pouvoir avec Bernard Cazeneuve, c'était il y a 1 heure environ. Évidemment, dans les discours, les deux hommes ont mis en avant leurs racines et Édouard Philippe l'a annoncé, je suis un homme de droite. Vous avez dit que vous étiez un homme de gauche. Je n'avais pas non plus de doute là-dessus. Il se trouve que je suis moi-même un homme de droite, ce qui ne vous surprendra pas, je le sais. Et pourtant, comme vous, je sais que, alors même que vous êtes un homme de gauche et que je suis un homme de droite, nous avons l'un pour l'autre de l'estime. Et nous savons que l'intérêt général doit guider tout l'engagement des élus, l'engagement des agents de l'État et d'une certaine façon l'engagement de nos concitoyens. Je voudrais donc vous dire, Monsieur le Premier ministre, combien vous avez constitué un exemple, au-delà de désaccords qu'il nous est arrivé de formuler. Et on continue donc d'analyser cette nomination d'Édouard Philippe à Matignon avec nos éditorialistes Renaud Dely et Geoffroy Lejeune nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux. Bonjour Magali. Une nomination qui n'a rien évidemment d'anodin, c'est hautement stratégique de la part d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, on l'a vu dans ce discours d'Édouard Philippe, même s'il marchait un peu sur des œufs, s'il n'a pas dit grand-chose de sa action future, il a quand même affirmé haut et fort une chose, je suis de droite. Et effectivement, c'est un choix qui est pas seulement stratégique, je regardais, c'est un choix qui est entre guillemets historique, parce que si vous regardez, et d'ailleurs Emmanuel Macron est fidèle au projet qu'il a, de dépasser le clivage droite-gauche, c'est la première fois depuis l'élection du président de la République au suffrage universel que le premier ministre du président élu n'avait pas appelé à voter pour le président élu lors du premier tour. Édouard Philippe, jusqu'au bout, a soutenu la candidature de François Fillon, avec des pincettes, avec du recul, etc. et tout, mais en tout cas, il n'a pas rallié Emmanuel Macron avant le premier tour, et il n'a appelé à voter Macron qu'entre les deux tours, contre Marine Le Pen. C'est la première fois, encore une fois, que le président élu
choisi d'installer à Matignon au lendemain de son élection quelqu'un qui ne le soutenait pas au premier tour. Et ça, c'est fidèle à l'engagement de Macron pendant sa campagne. Pour le coup, Emmanuel Macron a dit qu'il était ni de gauche ni de droite, ou et de gauche et de droite, qu'il voulait dépasser ces vieux clivages, ces vieux appareils poussiéreux dont on voit les réactions d'ailleurs extrêmement violentes d'un côté comme de l'autre, à droite comme à gauche. Donc c'est la poursuite du processus politique enclenché d'abord par la campagne puis par la victoire d'Emmanuel Macron. Donc il y a la décomposition du vieux monde politique et maintenant on passe à un stade où il doit essayer de recomposer un nouveau monde politique. Ça passait notamment par ce choix politique pour Matignon. Choix politique inédit, donc Geoffroy. Alors moi, ça m'amuse énormément d'entendre parler de... Moi, je vais dans la catégorie des réactions très violentes dont parle Renaud. Pas vous, non. Je suis quelqu'un d'arrangeant. Non, mais moi, ce qui m'amuse, c'est qu'on puisse parler de nouveautés, en fait. C'est-à-dire que, en fait, ça fait 20 ans que les gens comme Édouard Philippe et les gens comme Emmanuel Macron sont dans des camps différents, mais qui pensent la même chose et que globalement, quand ils sont au pouvoir, ils font à peu près la même chose. C'est d'ailleurs une des raisons de la montée des extrêmes, c'est parce qu'on reproche à ce que Marine Le Pen a appelé l'UMPS de faire la même chose quand ils sont au pouvoir. Donc, ce que je trouve très intéressant, c'est que la nouveauté, celle à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est que Macron, lui, il assume complètement de cette transversalité entre la partie droite du PS et la partie gauche des Républicains. Et il prend en effet un Premier ministre qui n'est pas issu de son camp. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Globalement, ils sont d'accord sur tout. Donc il n'y aura aucun problème politique entre eux. C'est pas parce qu'il prend quelqu'un dans le parti d'en face qu'ils vont avoir des divergences à surmonter, etc. Ils sont déjà d'accord. Moi, je trouve pas que ce soit une recomposition du paysage politique. Je pense que c'est une clarification du paysage politique. Macron a fait une clarification du paysage politique à gauche en assumant son libéralisme qui a fait hurler une partie de la gauche et puis au final on a vu qu'il était majoritaire. Et Édouard Philippe, donc en fait pour faire simple, les jupéistes aujourd'hui assument d'être dans le camp progressiste du centre droit et centre gauche qui va gouverner le pays là dans les 5 ans qui viennent. C'est une clarification, mais ça fait très longtemps qu'on le sait, Renaud. Alors écoutez, pardon, je vous en prie. Après ce qu'on vient d'entendre, écoutez l'avis du Front National. Nicolas Besse s'est exprimé sur cette nomination. La nomination d'Édouard Philippe au poste de Premier ministre est la démonstration que le gouvernement d'Emmanuel Macron et la majorité qu'il entend constituer, c'est la synthèse du pire de la droite et du pire de la gauche. Et quand je dis ça, je ne porte pas de jugement de valeur sur les individus, mais sur le fait que finalement, il rassemble aussi bien à gauche qu'à droite ceux qui sont les plus déconnectés des préoccupations des Français, les plus déconnectés des aspirations profondes du peuple français. Sous des allures finalement de prétendu renouveau, Emmanuel Macron, il fait la synthèse des jupéistes et des rocardiens, ce qui nous renvoie quand même 30 bonnes années en arrière. Voilà, c'est la synthèse finalement de l'UMPS. Alors cette grande majorité totalement déconnectée du monde réel tel que vient de la décrire Nicolas Besse, et donc il faut rappeler qu'au deuxième tour ça fait 66% et que le parti qui prétend parler au nom du peuple a fait 34%. Donc c'est toujours assez amusant la relecture par l'extrême droite de ce qui est en train de se produire. Ce que je pense effectivement, et là je suis d'accord avec Geoffroy Lejeune, ce sont des gens qui pensent peu ou prou la même chose. Mais ce qui est nouveau, et c'est ça qui participe de la recomposition politique, c'est que des gens de droite, de gauche, du centre font fi de leurs étiquettes, des vieux appareils, des intérêts partisans, des intérêts électoralistes, pour décider de travailler ensemble. C'est exactement la logique de la campagne d'Emmanuel Macron, encore une fois. Et je pense qu'effectivement, il y a un bloc d'extrême droite et de droite extrême, on va dire, pour parler court, qui a vocation à se constituer, sans aucun doute. Il y a un bloc de gauche radicale et d'un PS extrêmement vindicatif, extrêmement... ou peut-être sur la ligne Hamon, en gros pour résumer, Hamon-Mélenchon qui a vocation à travailler ensemble, on l'a vu pendant la campagne présidentielle. Et au milieu, effectivement, il y a tout un bloc vaste qui va de Alain Juppé à Manuel Valls en passant par Emmanuel Macron et bien d'autres qui viendront et de la gauche et de la droite et du centre, évidemment François Bayrou, qu'on a vu peu à peu se constituer, qui partagent effectivement la même vision de la société, la même vision de l'économie de marché, la même vision de la lutte contre les inégalités, la même vision de l'Europe. Je suis totalement d'accord avec vous justement, mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est que... Donc c'est bien que ces gens-là, enfin, se dépassent leurs vieilles étiquettes. Ils restaient, vous le savez très bien, ils restaient au sein de l'UMP, enfin devenu LR, on va dire un tiers de droite, de centre-droite libérale et européenne qui n'avait plus rien à faire avec Laurent Wauquiez et autres. Absolument. Mais moi, ce qui m'intéresse, non mais c'est ça, bien sûr. Moi, honnêtement, très honnêtement, on est d'accord. Je pense que la clarification elle est saine parce que du coup, il y aura pas des cohabitations, vous savez, dans les partis où des gens n'ont plus rien à se dire, etc. Absolument. On est d'accord. Maintenant, ce que je trouve un peu étonnant dans les commentaires que j'entends depuis la nomination d'Édouard Philippe, c'est cette notion de nouveauté. Parce que au service de quoi font-ils cette alliance ? En tout cas, au service de quoi se mettent-ils ensemble ?
ensemble pour travailler, si ce n'est une politique qui est menée déjà depuis une trentaine d'années, pour faire simple. Cette politique dont vous parlez, qui est en gros européenne, qui est en gros à moitié libérale, etc., elle est déjà en place depuis le tournant de la rigueur de Mitterrand en 83, je crois. Donc globalement, c'est cette politique-là que tous les gouvernements de gauche et de droite ont menée. Il y a eu peut-être une parenthèse Sarkozy pendant laquelle les modérés ont été assez mal à l'aise, et puis il y avait la crise, etc. Mais sinon, globalement, cette politique-là, elle est déjà menée depuis 30 ans. Donc ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de nouveau, en fait, avec ce gouvernement et avec cette majorité En Marche, si jamais ils arrivent à faire élire leurs députés. Je pense qu'ils vont essayer de faire mieux, déjà. C'est-à-dire que ce soit... D'accord, mais dans quelle direction, si ce n'est la même? Que ce soit, par exemple, la situation de la construction européenne aujourd'hui est enlisée, qu'il faut évidemment la relancer. A priori, c'est au menu dès ce soir de la rencontre entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Donc je pense que on le voit bien, l'Europe traverse une crise identitaire, une crise politique, mais moi je pense pas que ce soit fini, perdu, et qu'il faille replier les Gaules. Replier les Gaules pour se renfermer en Gaule, justement. Je pense qu'il faut continuer. Je suis très bien en Gaule, mais j'ai pas envie de plier les Gaules. Mais non, la question que je pose, c'est une vraie question sincère. François Hollande avait commencé son mandat avec les mêmes intentions. Il était lui aussi allé voir Angela Merkel à Berlin. D'ailleurs, il y avait Emmanuel Macron dans l'avion avec lui. Je ne comprends pas ce qui va être différent dans la politique qui va être menée. C'est ça que je dis. Oui, ils vont faire mieux, ils vont essayer de faire mieux. Tout le monde veut faire mieux. Sur Hollande, c'est exactement le contre-exemple. Hollande, en 2012, il est élu. Qu'est-ce qu'il fait? La première décision, il refuse la main tendue par François Bayrou, donc de recomposer une majorité. Au niveau des hommes, c'est vrai. Et il décide de continuer à gouverner avec ceux qui on a appelé ensuite les frondeurs. Avec résultat, il y a eu un affrontement politique interne à la majorité pendant 5 ans. Oui, mais et ça a un peu plus confiné François Hollande dans l'immobilisme. Et il fait la loi. Qu'est-ce qui restera? Il fait la loi Macron, il fait la loi El Khomri. Il fait globalement cette politique de Macron. Il n'est pas allé assez loin, justement, dans les réformes. Il faut aller plus loin. Alors, la nomination du nouveau Premier ministre. Édouard Philippe, qui est un ami, est un homme de grand talent. C'est un maire apprécié par la population de sa ville, Le Havre, qu'il a considérablement développé dans la continuité d'Antoine Rufenacht. C'est aussi un député qui connaît parfaitement les rouages de l'activité parlementaire. Il a donc, je crois, toutes les qualités pour assumer la fonction difficile que le président de la République vient de lui confier, et je lui souhaite évidemment bonne chance. Cela dit, nous entrons maintenant dans une séquence nouvelle de la vie politique avec la préparation des élections législatives qui auront lieu dans moins d'un mois. Pendant cette campagne, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je soutiendrai les candidats investis par LR et l'UDI. Ils portent une plateforme politique qui, pour l'essentiel, me convient.